J'accueille maintenant le professeur Gianni Franco qui vient remplacer le professeur Grégory Nino. Le docteur Gianni Franco est neurologue, collaborateur scientifique à l'Université de Liège et chargé de cours en neuropathologie dans les hautes écoles de Liège, Namur et Luxembourg. Il est investi depuis de nombreuses années dans la santé intégrative, la détection précoce des troubles neurologiques, l'interdisciplinarité et la formation en lien étroit avec des associations de patients. Il est vice-président du BBC, président de l'association Parkinson francophone et germanophone, ainsi que l'ASBL Ensemble pour le cerveau. Depuis 3 ans, il siège au CA de la Non-Pharmacological Intervention Society. The floor is yours. Ce qui n'est pas du latin. Ce qui n'est pas du latin. Merci de m'accueillir. Donc, bien après toutes ces interventions particulièrement brillantes, la thématique que je vais aborder pourrait peut-être un peu moins brillante, mais n'en est pas moins novatrice et courageuse, puisque nous allons parler des interventions non médicamenteuses. Vous savez que le terme d'intervention non médicamenteuse est utilisé dans tous les domaines scientifiques depuis au moins 1975. Nous savons sur le terrain que la plupart des patients, des personnes utilisent ces interventions non médicamenteuses le plus souvent sans concertation médicale. L'ostéopathie, les activités physiques adaptées, la musicothérapie, le tai chi chuan, le qigong et d'autres choses encore, la sophrologie. Et comme ces interventions non médicamenteuses ne sont pas reconnues dans les domaines scientifiques, hautement scientifiques de la santé, ils ne font pas partie malheureusement de notre organigramme de santé. Nous les négligeons. Pourtant, de plus en plus d'études structurées, notre expérience même de terrain nous montre qu'elles sont particulièrement efficaces, qu'elles contribuent de façon assez intéressante à la qualité de vie de la personne et même qu'elles soutiennent l'efficacité et la compliance des traitements médicamenteux et aussi chirurgicaux classiques. Alors, depuis quelques 4 à 5 ans, mais peut-être 10 parce que c'est installé progressivement, s'est mis en place un groupe de collaboration consensuelle rassemblant une série d'experts qui vont essayer de répondre aux attendus scientifiques. Il ne s'agit pas de donner caution directe aux opérateurs des interventions non médicamenteuses, mais il s'agit en fait de discuter et de convenir avec eux quelles sont les modalités précises pour les utiliser, de façon à ce qu'elles puissent être utilisées comme des outils de santé structurellement, scientifiquement adaptés. Et aussi, il s'agit aussi de participer à la lutte contre la désinformation et aussi peut-être une certaine déviation sectaire dans ces milieux qui ne sont pas vraiment dirigés, mais la plupart sont très sérieux, comme je vais vous en parler. Cette mouvance de la NPS est pilotée par un groupe d'experts dont vous voyez ici les principaux contacts, en particulier le professeur Nino, qui n'a pas pu se déplacer de Montpellier, mais qui nous regarde, je pense, en visio, et Michel Nogues et Alain Werneri, qui en sont les fondateurs même. Et ce groupe d'experts, en fait, est soutenu par l'INSERM en France et par 32 sociétés savantes européennes, françaises et même maintenant de plus en plus mondiales, puisque nous avons des contacts partout dans le monde. Cette INPS a plusieurs objectifs, pour simplifier, aller vite, accélérer la recherche de l'innovation dans les INM, puisqu'ils doivent être de plus en plus adaptés, partager les connaissances scientifiques, parce qu'il y en a sur les INM, former à la recherche, l'innovation et la pratique, et contribuer à la reconnaissance des INM. Avec aussi un pôle formation, puisque nous formons les formateurs, et là-bas, effectivement, nous abordons une série de sujets d'éthique qui doivent naturellement être partagés de façon sécurisée aussi. Et nous avons différents contacts dans le monde, environ 99 contacts partout sur tous les continents mondiaux. Ce terme est utilisé depuis maintenant longtemps par différentes associations qui ont pignon sur rue, comme l'OMS, et comme différents centres scientifiquement reconnus de la santé, avec la CNSA en France, mais aussi vous avez des sociétés australiennes, canadiennes, suisses qui ont pris le pas et qui le reconnaissent. Et même au KCE, il y a des études qui lient les INM au TDAH, par exemple. Il y a aussi au Comité scientifique supérieur de ici belge des études qui lient la maladie d'Alzheimer aux INM. Donc tout cela est effectivement un fondement réel. Et
comme dans l'histoire du médicament où, avant 1960, il s'agissait de prescrire un médicament parce qu'a priori, il devait être efficace dans tel ou tel domaine sans preuve, et que depuis 1960, nous avons construit un compendium des médicaments, eh bien, effectivement, nous avons voulu avoir la même démarche, courageuse, persévérante, parce que nous avons dû faire face à 46 paradigmes, pas un seul, d'évaluation des INM. Avec des méthodes d'élaboration, d'amélioration, de vote, de consultation, de restitution. Vous voyez qu'il y a plusieurs intervenants, multiples, universitaires et non universitaires, qui travaillent ensemble et qui discutent. Nous l'avons présenté au Sénat en France, à la haute autorité de santé qui nous soutient pleinement, et d'autres choses encore. Il fallait d'abord définir ce que c'est qu'une INM, parce que là aussi, sur la définition, ce n'est pas clair. Alors, on parle d'un protocole, un processus, un protocole de prévention de santé ou de soins efficaces, personnalisé, et là c'est l'intérêt de la proximité aussi, non invasif, référencé et encadré par un professionnel qualifié. Il doit y avoir une qualification structurée et reconnue. Nous avons partagé les interventions médicamenteuses en 3 plans. Le plan où domine plus souvent le corporel, comme par exemple les activités physiques adaptées. Le plan où domine surtout le psychosocial, comme la psychothérapie ou la stimulation cognitive. Et le plan nutritionnel où dominent les régimes, par exemple les régimes décalés, ou, si vous êtes comme moi, les régimes méditerranéens. Et nous avons constitué des fiches. Pour chaque INM, nous avons constitué une fiche standardisée et validée par un groupe d'experts qui est tout à fait indépendant et sans lien d'intérêt. Et chacune de ces fiches est liée à un code numérique qui va nous permettre la traçabilité et la réévaluation de son efficacité au long cours, non seulement en Europe, mais partout ailleurs aussi, en tenant compte effectivement des différences culturelles et régionales. Ainsi, nous avons un cadre standard d'évaluation, un référentiel des INM, et nous proposons une participation plurispécialisée, puisque là, nous sommes en plein dans l'interdisciplinarité synergique. Vous voyez la fiche standard, qui relève effectivement d'une description tout à fait de type compendium, la désignation du problème, le bénéfice principal de santé, les bénéfices secondaires, les risques, le mécanisme, comment ça fonctionne, la population cible, le protocole, le professionnel, quelle est sa formation, le contexte d'utilisation, mais aussi toute une série de bibliographies scientifiques que nous exigeons pour réaliser cette fiche. Et comme tout processus qui se veut être un processus argumenté, structurel et à remettre toujours en question, nous avons d'abord, pour chacune des fiches, rencontré une étude observationnelle, une étude mécanistique, prototypique, interventionnelle et aussi d'implémentation, avec 14 recommandations d'éthique, et là nous insistons là-dessus, avec 63 recommandations méthodologiques qui font effectivement la richesse de cette démarche. Par exemple, dans la stimulation cognitive, on ne fait pas de la stimulation cognitive n'importe comment. Il faut effectivement qu'il y ait au moins 7 semaines et 14 séances. Il faut qu'il y ait 5 à 8 personnes maximum. Il faut que cette stimulation cognitive soit réalisée par des personnes qualifiées comme les psychologues ou neuropsychologues ou d'autres, mais qualifiés dans leur professionnalisme. Si vous n'avez pas ce canevas-là, vous n'êtes pas accepté comme fiche technique de la NPS. Et nous mettons à disposition gratuitement via le site du NPS, Non-Pharmacologic Intervention Society, nous les mettons à disposition gratuitement pour les professionnels selon les protocoles, pour le grand public avec des notices, tout en rappelant effectivement le côté multilingue. Nous avons maintenant une traduction en français, espagnol, anglais. Nous espérons dans pas trop longtemps en néerlandais aussi. Je pose les candidatures, je suis ouvert à tout. Et effectivement, la traçabilité y est confirmée. Ce référentiel répond à une demande. Il nous faut d'abord identifier le problème de santé. Quand nous avons identifié le problème de santé, nous choisissons l'INM qui est le plus adéquat dans le référentiel d'INM, et puis nous le rendons opérationnel. Et le plus, c'est que cette opérationnalité peut être remise en question, puisque nous devons évoluer. Comme dans toute démarche scientifique, rien n'est jamais acquis.
Nous avons une stratégie, Horizon INM 2030. Nous avons déjà mis en place les piliers les plus importants du cadre scientifique, avec le modèle standardisé d'évaluation d'INM, le référentiel des INM, les analyses d'impact sur la société, puisque nous avons des études prospectives qui sont déjà en cours et déjà publiées, une sensibilisation par les INM, avec notamment un summit international qui se tiendra à la Cité universitaire de Paris en octobre et auquel vous êtes naturellement invités. Et nous allons aller vers une étape, vers un avenir qui est déjà d'ailleurs présent en ce qui nous concerne, vers la cartographie des INM, vers la réglementation des INM, vers la traçabilité, c'est important, et vers la communication par différentes conférences comme celle-ci. Et peut-être que nous arriverons, sans doute, en tout cas c'est le but, c'est qu'en insérant ces INM structurés, standardisés et bien qualifiés dans l'organigramme de santé, nous arrivons peut-être effectivement à avoir un financement juste dans l'organigramme de santé. Alors, pour répondre à la question que nous pose de façon imperturbable et répétée Roland Pochet, je me suis dit, comment est-ce que je vais répondre à la question, quel est l'intérêt de l'association entre les INM, l'intelligence artificielle et le partage altruistique des données personnelles? En sachant que nous traitons, nous accompagnons non pas une maladie, mais une personne tout au long de son chemin de vie. Alors, cette association, cette tripartite, peut nous aider pour dessiner la cartographie, évaluer la demande et les besoins réels, préciser le profil des opérateurs et essayer de voir comment on peut mieux les adapter avec eux, puisque c'est en concertation qu'on fait les choses, et respect mutuel. On peut aussi réfléchir à un meilleur type de prévention où interviennent les INM, de détection précoce, c'est important, on l'a dit, on pourra en discuter si vous le voulez dans la table ronde, proposer quelques INM plus adaptés, indiquer selon la situation de terrain, parce que c'est important, chacun a ses habitudes, chacun a son vécu, l'environnement est important. L'impact bénéfique des INM sur le plan individuel, mais sociétal aussi, et économique naturellement. L'aide à la décision, c'est important aussi. L'approche interdisciplinaire synergique que nous proposons, et pour nous en référer à ce qui fait peut-être la carte de visite des INM, en tout cas c'est ce qu'ils nous mettent au devant, c'est la proximité et l'alliance thérapeutique, puisqu'il y a une participation bipartite. La recherche scientifique est importante pour nous aussi, naturellement. Je vous rappelle que les personnes qui ont été promotrices de cette association sont purement universitaires, épidémiologistes et autres encore. Et naturellement, peut-être arriver à un juste financement. Alors pour finir, puisque nous avons un temps limité, je voulais seulement vous proposer gratuitement l'accès à notre NPI Guidelines, que vous pouvez aller télécharger sur le site de la NPI Society, et pour lequel on pourra discuter par la suite. Et remercier toute une série d'associations qui nous font déjà confiance de façon officielle. Il y a effectivement, d'une part, dans les académiques, en France, naturellement, la CNSA, la Haute Autorité de Santé, l'Institut national du cancer, l'Institut national de santé et de recherche médicale, ici la FNRS chez nous, et aussi le ministère de la Santé, qui effectivement est partie prenante. Et ici en Belgique, nous avons déjà sensibilisé et Yves Copiters et M. Van den Broek, de façon effectivement à ce qu'ils fassent partie. Et je pense qu'effectivement, le message fait son chemin. Alors parmi les autres associations, vous remarquerez quelques associations phares, un certain Belgian Brain Council, il y a aussi l'European Brain Council, d'autres associations Parkinson et autres, la Ligue nationale contre le cancer et autres choses, on l'a déjà dit, France Parkinson et Parkinson Europe et d'autres encore. Et vous vous apercevez aussi qu'il y a 32 sociétés savantes françaises et européennes qui nous soutiennent officiellement, qui sont officiellement en démarche depuis plus de 5 ans, qui relèvent toutes de l'ergologie, la pneumologie, la cardiologie, la neurologie, tout y passe, la tabacologie, parce qu'effectivement la santé intéresse non pas une maladie, mais une personne qui, dans son chemin de vie, peut rencontrer toute une série de problèmes. Voilà, j'ai été court, parce que je sais que ça fera plaisir à Roland Pochet, et que nous sommes là pour lui faire plaisir, naturellement. Alors, si vous avez des questions, si on a le temps, on est ouvert à tout. Et moi-même au desk, et alors je pense que l'équipe du NPS qui nous regarde est tout à fait amène d'y répondre s'il le désire.